Si on te donnait la chance de voir le Colisée à l'apogée de l'Empire romain, il est probable que tu ne le reconnaîtrais pas tout de suite. Mais pourquoi ? Ce que nous voyons aujourd'hui n'est en fait que la moitié de l'immense bâtiment qu'il était autrefois. Une partie en est presque intacte, tandis que l'autre semble avoir été complètement coupée et a totalement disparu. Beaucoup pensent que cela a simplement été endommagé par le passage du temps. Mais en réalité, chaque mur disparu et chaque pierre que nous ne voyons plus aujourd'hui a sa propre histoire. Cela ne s'est pas simplement effondré tout seul. Et pour comprendre pourquoi le Colisée ressemble à cela aujourd'hui, nous devons d'abord revenir sur sa beauté lorsqu'il a été construit pour la première fois. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons. La construction du Colisée a commencé sous le règne de l'empereur Vespasien vers l'an 70 après Jésus-Christ. Et il a été achevé après environ 8 ans sous le règne de son fils, l'empereur Titus. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours considéré comme l'un des plus grands amphithéâtres jamais construits dans l'histoire. Plus de 50 000 personnes pouvaient s'y asseoir en même temps. Il était utilisé pour les combats de gladiateurs, les spectacles et d'autres grands événements publics. Pour les Romains, ce n'était pas seulement une arène, mais aussi un symbole de la puissance et de la richesse de leur empire. Avant, le Colisée n'était pas gris comme nous le voyons aujourd'hui. Selon les historiens, son extérieur était recouvert de calcaire blanc provenant de Tivoli. Ainsi, lorsque le soleil frappait, tout le bâtiment semblait presque briller de loin. Une autre chose impressionnante est la façon dont il a été construit. Les Romains n'utilisaient pas de ciment épais pour assembler les blocs. Ils taillaient de chaque bloc de pierre afin qu'il s'ajuste parfaitement à l'autre. Grâce à cela, toute la structure était extrêmement solide. Mais leur méthode ne s'arrêtait pas là. À l'intérieur même des pierres, ils ont ajouté de grands crampons en fer ou des attaches métalliques. C'était le verrou qui maintenait les blocs adjacents ensemble pour éviter leur séparation. On estime qu'environ 300 tonnes de fer ont été utilisées pour l'ensemble du bâtiment. À l'intérieur du Colisée, ce que l'on voit est encore plus impressionnant. Les sièges des riches et des hauts fonctionnaires étaient faits de marbre. Dans de nombreuses arches, il y avait aussi des statues de différents dieux et de personnages importants de Rome. Lorsqu'il faisait très chaud, une grande toile appelée Velarium servait de protection contre le soleil. On la déployait au-dessus de l'arène pour offrir de l'ombre aux milliers de spectateurs. C'était un système immense, actionné par des marins expérimentés de la marine romaine. En d'autres termes, le Colisée n'a pas été construit seulement pour durer quelques décennies, mais il a aussi été conçu pour rester debout pendant très longtemps et servir de symbole de l'Empire romain pour les générations futures. Mais peu importe la solidité d'un bâtiment, il viendra toujours un moment où il commencera à faire face à des problèmes inattendus. Et c'est là que commence sa transformation progressive. Malgré cela, au fil des siècles, l'utilisation du Colisée a complètement changé. Ce n'était plus une arène pour les gladiateurs. Au lieu de cela, il faisait désormais partie de la vie quotidienne des habitants de Rome. À l'intérieur des grandes arches, des familles y ont vécu. Certains y ont construit des maisons et des entrepôts. Il y avait aussi des parties du Colisée qui étaient utilisées pour les animaux et pour certaines activités religieuses au Moyen Âge. L'ancienne arène au centre du bâtiment a également changé. Au fil du temps, elle a été recouverte de terre et d'autres artefacts. Selon certains documents historiques, certaines parties ont été utilisées comme jardins ou plantations. Si tu avais visité le Colisée à l'époque, tu n'aurais sans doute pas cru qu'il fût un symbole de l'Empire romain. Au lieu de cela, il ressemblait davantage à une petite communauté où des familles vivaient et travaillaient. Mais plus il était utilisé comme habitation, plus le bâtiment se détériorait. Lorsqu'ils avaient besoin d'une porte ou d'une fenêtre supplémentaire, ils perçaient les murs épais. À cause de cela, certaines parties de la structure se sont progressivement affaiblies. Beaucoup des marbres qui embellissaient autrefois le Colisée ont également été retirés et réutilisés dans d'autres bâtiments de Rome. Peu à peu, des murs faits de briques et de bois ont également été ajoutés à l'amphithéâtre, ce qui a modifié son apparence originale. Au Moyen Âge, le concept de préservation des bâtiments historiques, comme nous le faisons aujourd'hui, n'existait pas encore. Pour beaucoup de gens à l'époque, le Colisée n'était qu'un bâtiment solide pouvant servir de logement ou de source de matériaux. Cette situation a duré plusieurs siècles. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore des traces d'habitation à l'intérieur du Colisée.
Les archéologues ont découvert des vestiges de foyers et d'autres signes indiquant que des personnes ont autrefois vécu à l'intérieur de l'amphithéâtre. À l'arrivée du XIIe siècle, le rôle du Colisée a encore changé. Une puissante famille de Rome, la famille Frangipani, a intégré l'amphithéâtre dans son système de défense. Ils ont renforcé certaines parties du bâtiment pour qu'il serve de forteresse. D'un côté, cela a été bénéfique car certaines parties du Colisée ne se sont pas effondrées immédiatement. Mais lorsque le pouvoir a changé à Rome, le destin du bâtiment a également changé. Au lieu de le préserver, certains ont vu le Colisée comme une immense source de pierres de haute qualité. C'est ici que le démantèlement plus organisé de l'amphithéâtre a commencé. Ce n'était pas simplement du vol par des particuliers. À différentes époques, certaines autorités et même des papes ont eux-mêmes autorisé la prise de pierres du Colisée pour les utiliser dans d'autres projets à Rome. À cause de cela, une grande partie de l'amphithéâtre a progressivement disparu. Il n'a pas disparu uniquement à cause d'un tremblement de terre ou d'une guerre. Au lieu de cela, il a été lentement démantelé au fil des siècles, tandis que ces pierres étaient utilisées pour construire des églises, des palais et d'autres bâtiments importants de la ville. En d'autres termes, le Colisée n'a pas simplement été détruit par le temps. Une grande partie du Colisée a été réintégrée à la Nouvelle Rome. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, il ne reste que la moitié de sa forme originale. De plus, au fil du temps, la taille du Colisée continue de diminuer. Ce n'est pas à cause d'un grand tremblement de terre ou d'une guerre, mais parce que chaque jour, des pierres sont progressivement retirées d'ici. Chaque grand bloc de travertin est très solide et prêt à être utilisé. Il n'est plus nécessaire d'extraire de nouvelles pierres dans des endroits éloignés. Il est donc plus rapide et moins coûteux pour les constructeurs de simplement prendre les pierres de l'ancien amphithéâtre. C'est pourquoi, à l'époque, on voyait souvent de longues charrettes tirées par des bœufs transportant de grands blocs hors du Colisée. Ceux-ci étaient transportés dans différentes parties de Rome pour être utilisés dans de nouveaux bâtiments. Selon les historiens, de nombreuses églises, palais et autres bâtiments importants de Rome ont utilisé des pierres provenant du Colisée. L'un des exemples les plus connus est la basilique Saint-Pierre, où des pierres de travertin provenant de l'amphithéâtre ont été utilisées. Avec l'arrêt de l'autorisation par les autorités de l'époque, il existe un autre dicton bien connu à Rome qui dit « Ce que les barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait ». Cela signifie que ce que les barbares n'ont pas fait, la famille Barberini l'a fait. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient les seuls à avoir démonté le Colisée. Ce n'est qu'un dicton célèbre qui fait référence à l'utilisation massive des pierres antiques à l'époque de la famille Barberini et du pape Urbain VIII au XVIIe siècle. Mais il n'y avait pas que les grosses pierres qui étaient importantes. Même les décorations en marbre à l'intérieur du Colisée ont également disparu petit à petit. Certaines ont servi de décoration ailleurs. D'autres ont été broyées et brûlées dans des fours à chaux pour produire de la chaux vive. Lorsqu'on y ajoute du sable et de l'eau, cela devient du mortier utilisé pour la construction de maisons, d'églises et d'autres bâtiments. En d'autres termes, le marbre autrefois précieux qui embellissait le Colisée est devenu un matériau ordinaire utilisé pour la construction de nouvelles structures. C'est aussi la raison pour laquelle il ne reste presque plus de marbre à l'intérieur de l'amphithéâtre aujourd'hui. Ce que nous voyons, ce sont les murs solides et la structure en béton qui étaient autrefois recouverts de pierres lisses et de décorations précieuses. Si l'on y pense, une grande partie du Colisée n'a pas vraiment disparu, elle a simplement changé de forme. Il y a des pierres qui font désormais partie des églises, d'autres font désormais partie des palais, et il y a du marbre qui est devenu du mortier pour coller les bâtiments reconstruits. Aujourd'hui, après de nombreux siècles, d'une certaine manière, l'ancien Colisée continue de vivre dans différentes parties de la ville de Rome. Mais il reste encore une question. S'il y avait tant de vieux bâtiments à Rome, pourquoi le Colisée était-il l'une des sources les plus courantes de matériaux ? La réponse est simple. La qualité des pierres utilisées pour sa construction était extrêmement élevée. Ainsi, pour les constructeurs de l'époque, il était plus pratique de prendre les pierres du Colisée que de recommencer à extraire de nouveaux matériaux de la carrière. Une autre des raisons les plus importantes pour lesquelles le Colisée s'est progressivement affaibli est le fer dissimulé à l'intérieur de ses murs. Lors de la construction de l'amphithéâtre, les ingénieurs romains ont utilisé des agrafes en fer pour assembler les grands blocs de pierre. Grâce à cela, toute la structure est devenue plus solide. Mais après de nombreux siècles, le fer est devenu un matériau précieux. Les ouvriers ont progressivement percé les murs pour atteindre le fer caché à l'intérieur. Une fois le fer récupéré, ils le refondent et le transforment en outils, comme des clous, des instruments et d'autres objets du quotidien.
Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore voir des milliers de petits trous dans les pierres du Colisée. Selon de nombreux archéologues, une grande partie de ces trous sont restés après le retrait des agrafes en fer qui reliaient autrefois les blocs de pierre. Au fur et à mesure que de plus en plus de fer était retiré, la cohésion de l'ensemble du bâtiment s'affaiblissait également. Le Colisée ne s'est pas effondré immédiatement, mais au fil des années, il est devenu plus facile pour les tremblements de terre, la pluie et les glissements de terrain de détruire les parties qui n'avaient en plus assez de soutien. En même temps, de nombreuses histoires ont commencé à circuler au sujet de l'ancien amphithéâtre. Certains croyaient qu'il y avait des esprits du passé dans les sombres couloirs. D'autres évitaient de passer à proximité la nuit. Même s'il n'y a aucune preuve solide que ces histoires soient vraies, elles sont devenues une partie des légendes de la Rome antique. Mais malgré ces croyances, la démolition du bâtiment ne s'est pas complètement arrêtée. On a continué à utiliser ces pierres et son marbre pour différents projets dans la ville. Le grand changement n'est arrivé qu'au XVIIIe siècle. À l'époque du pape Benoît XIV, il a déclaré que le Colisée devait être protégé. Il croyait à la tradition selon laquelle de nombreux chrétiens étaient devenus martyrs à l'époque de l'Empire romain. Même si de nombreux historiens modernes affirment également qu'il manque de preuves directes démontrant que des massacres à grande échelle ont eu lieu à l'intérieur même du Colisée. Malgré cela, cette décision a été très importante. Des croix ont été placées à l'intérieur de l'amphithéâtre et l'extraction continue de pierres a été interdite. C'est l'une des étapes les plus importantes qui a aidé à empêcher la disparition totale du Colisée. Si cela n'était pas arrivé, il est possible qu'il reste encore moins de parties du bâtiment que ce que nous voyons aujourd'hui. Au XIXe siècle, l'objectif des gens a changé. Au lieu de démolir, ils ont commencé à faire des recherches. Les premières grandes fouilles archéologiques ont été menées sous l'arène. C'est ici qu'ils ont découvert l'hypogée, un vaste réseau de couloirs, de salles et de mécanismes cachés sous le sol. C'est ici que les gladiateurs, les animaux et les équipements étaient préparés avant le début des spectacles. Des ascenseurs actionnés par des cordes, des poulies et des mécanismes en bois permettaient de faire apparaître soudainement animaux ou décors dans l'arène. Pour les spectateurs de l'époque, c'était comme si un lion ou des scènes apparaissaient soudainement au milieu du spectacle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des centaines d'ouvriers travaillaient simultanément sous leurs pieds pour faire fonctionner ce système extrêmement complexe. C'est là que les archéologues ont particulièrement prouvé que le Colisée n'était pas seulement une immense arène. C'est aussi un chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine, en avance de plusieurs centaines d'années sur de nombreuses technologies utilisées dans les époques suivantes. L'une des raisons pour lesquelles tant de parties du Colisée sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui, ce sont les pièces cachées sous l'arène. Après que l'amphithéâtre ait cessé d'être utilisé, il a peu à peu été recouvert de terre, de pierres et d'autres débris du passé. À première vue, cela semblait inutile, mais en réalité cela a servi de protection naturelle. Parce que de nombreux passages sous l'arène ont été ensevelis. Ils n'ont pas été autant endommagés que les murs exposés à la pluie, au vent, aux tremblements de terre et aux personnes qui prenaient main des pierres. Ainsi, lorsque les fouilles archéologiques ont commencé après de nombreux siècles, beaucoup des mécanismes situés sous l'arène ont encore été découverts. Jusqu'à aujourd'hui, les visiteurs peuvent encore voir une partie du système souterrain très complexe qui faisait autrefois fonctionner les spectacles du Colisée. Une autre question intrigue les historiens. Pourquoi une seule partie du Colisée paraît-elle presque totalement disparue ? Si l'on regarde le bâtiment aujourd'hui, on remarque que la partie nord est plus intacte, tandis que la partie sud est celle qui a subi les plus grands dégâts. Au début, il y avait différentes spéculations parmi les gens. Certains disaient que c'était maudit. D'autres pensaient que cela avait été délibérément détruit. Mais selon les études modernes des ingénieurs et des archéologues, l'explication est plus simple. Il n'y a pas une seule raison qui a détruit le Colisée. Cela a été causé à la fois par la nature et par l'homme. Premièrement, l'endroit où le Colisée a été construit était autrefois un lac artificiel qui faisait partie du palais de l'empereur Néron. Avant de commencer la construction, les Romains ont d'abord asséché le lac et construit des fondations très profondes. Leur ingénierie était vraiment remarquable. Mais malgré cela, les conditions du sol sous différentes parties du bâtiment sont restées variées. Ensuite, des tremblements de terre successifs ont frappé le centre de l'Italie au fil des siècles. Selon les historiens, certains des plus grands dégâts au Colisée se sont produits après les puissants tremblements de terre du IXe siècle et surtout du XIVe siècle. À chaque séisme, les fissures des murs s'élargissaient.
De nombreux fers et pierres ayant déjà été retirés, la structure était plus fragile. C'est comme une grande table à laquelle on enlève peu à peu les vis. Au début, elle tient encore debout solidement. Mais à mesure que de plus en plus de supports disparaissent, il arrive un moment où elle ne peut plus supporter son propre poids. C'est aussi ce qui est arrivé au Colisée. Il ne s'est pas effondré en un seul jour. Il s'est affaibli petit à petit pendant des siècles jusqu'à ce qu'une grande partie du mur extérieur s'effondre complètement. Malgré tout ce qu'il a traversé, une grande partie de l'amphithéâtre est restée debout. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, le Colisée est toujours considéré comme l'un des exemples les plus impressionnants de l'ingénierie romaine dans le monde entier. Pendant de nombreux siècles, le Colisée a continué de s'affaiblir. Non seulement à cause des personnes qui prenaient en des pierres, mais aussi parce qu'il n'y avait plus assez de monde pour entretenir et préserver ce vaste bâtiment. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, les fonds et l'organisation nécessaires pour entretenir l'amphithéâtre ont progressivement disparu. Des centaines d'années se sont écoulées sans qu'aucune réparation majeure ne soit effectuée. Puis l'un des plus puissants tremblements de terre de l'histoire de Rome est survenu. En 1349, un puissant tremblement de terre a frappé le centre de l'Italie. Selon les historiens, une grande partie du mur extérieur sud du Colisée s'est effondrée à cause de ce tremblement de terre. Les dégâts étaient énormes. Des milliers de blocs de pierre se sont effondrés autour du bâtiment. Depuis lors, la forme parfaitement circulaire du Colisée n'a jamais été restaurée. C'est aussi la raison pour laquelle il y a tant de pierres éparpillées autour. Au cours des siècles suivants, beaucoup de ces pierres ont été réutilisées pour la construction de divers bâtiments à Rome. Il était plus simple de les récupérer que d'extraire de nouvelles pierres de carrières lointaines. En même temps, on a continué à retirer le fer et d'autres matériaux précieux qui restaient dans les parties restantes du bâtiment. En raison de la combinaison des tremblements de terre, du démantèlement et du passage du temps, l'apparence du Colisée que nous voyons aujourd'hui s'est formée petit à petit. Il est remarquable qu'une partie soit plus intacte tandis que l'autre côté a presque complètement disparu. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il n'a pas simplement été reconstruit. La raison n'est pas aussi simple. Au fil des siècles, le Colisée est devenu un monument historique très important. Au lieu de le reconstruire avec de nouveaux matériaux, les experts en conservation ont choisi de préserver la partie originale restante. Au XIXe siècle, de grands projets de restauration ont commencé afin d'empêcher la détérioration continue. Si tu observes le Colisée aujourd'hui, tu verras de grands supports en briques sur certaines parties du mur extérieur. Ils ne faisaient pas partie du conception originale des Romains. Ces supports ont été ajoutés par des ingénieurs pour soutenir la structure restante et empêcher l'effondrement total des murs. Jusqu'à aujourd'hui, des ingénieurs et des spécialistes de la conservation continuent de surveiller l'état du Colisée. Ils inspectent régulièrement les fissures, les fondations et les murs afin de s'assurer que le monument reste debout pour les générations futures. En d'autres termes, le Colisée que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement une relique de la Rome antique. C'est aussi une preuve de la difficulté à préserver un bâtiment qui se dresse depuis près de 2000 ans et qui continue d'être admiré par le monde entier. Jusqu'à présent, l'entretien du Colisée n'est toujours pas terminé. Au lieu de reconstruire la moitié manquante, les experts en conservation ont préféré protéger les parties originales restantes. À différentes époques, ils ont installé des briques de soutien et d'autres renforcements sur les murs menacés d'effondrement. Si tu visites aujourd'hui le Colisée, tu remarqueras que certaines parties du bâtiment ont une couleur et un matériau différents. Cela ne fait pas partie de la construction romaine d'origine. Ces éléments ont été ajoutés lors des projets de restauration pour soutenir les vieux murs et éviter d'autres effondrements. Actuellement, des ingénieurs et des spécialistes de la conservation surveilleront toujours l'état de l'ensemble du bâtiment. Ils inspectent régulièrement les fissures, les fondations et les mouvements des pierres afin d'intervenir rapidement si une partie nécessite des réparations. Leur objectif n'est pas de rendre le Colisée comme neuf. L'objectif est de préserver ce qui reste de son histoire originale. Alors que les projets de restauration se poursuivent, les archéologues font également de nouvelles découvertes. De temps en temps, d'anciennes pierres apparaissent dans d'autres parties de Rome lors de travaux de construction ou de rénovation. Lorsqu'il existe des preuves claires que ces objets proviennent du Colisée ou d'autres bâtiments anciens, ils sont étudiés avec soin afin de mieux comprendre l'histoire de la ville.
C'est aussi un rappel de l'étendue de la réutilisation des matériaux provenant des anciens bâtiments à l'époque. Il existe un autre dicton célèbre souvent associé au Colisée. On dit que le moine vénérable Bède a écrit au 8e siècle la phrase « Tant que le Colisée tient debout, Rome subsistera. Lorsque Rome tombera, le monde tombera aussi. » Ce n'est pas une prophétie ni une prédiction sur la fin du monde, mais plutôt une déclaration symbolique sur l'importance de Rome en tant que centre d'une grande civilisation. Et pendant près de 2000 ans, une chose est restée vraie, l'Empire romain est tombé. Les rois, les papes et les gouvernements se sont succédés. Des guerres, des tremblements de terre et diverses catastrophes sont survenues. Mais une grande partie du Colisée reste toujours debout. Quand on le regarde aujourd'hui, on ne voit pas seulement un vieux bâtiment. On voit près de 2000 ans d'histoire gravée dans chaque pierre. On peut voir les traces des tremblements de terre. On peut voir les parties où le fer et le marbre ont été enlevés. On peut voir les restaurations faites par différentes générations pour sauver la structure restante. Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle le Colisée est si important. Ce n'est pas parce qu'il est encore parfait, mais parce qu'il montre clairement que même la plus grande création de l'homme peut être détruite par le temps, la nature et les hommes eux-mêmes. Mais cela montre aussi que lorsqu'une génération choisit de préserver son histoire, il y a encore une chance de la transmettre aux générations futures. Donc, chaque fois que nous regardons les ruines du Colisée, nous ne regardons pas seulement les vestiges de l'Empire romain. Nous regardons l'un des rappels les plus importants de l'histoire, qu'une civilisation ne se mesure pas seulement aux bâtiments qu'elle a construits, mais aussi à ceux qu'elle a choisi de sauver et de préserver pour l'avenir. Cependant, ce qui est le plus impressionnant de tout, ce n'est pas la taille du Colisée ni le nombre de combats qui s'y sont déroulés. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est son influence sur le monde jusqu'à aujourd'hui. Presque tous les stades modernes utilisés aujourd'hui reprennent des concepts qui a d'abord été vus au Colisée. Par exemple, sa forme circulaire offre une vue dégagée aux spectateurs, peu importe où ils sont assis. Ce système a inspiré de nombreux stades de football, stades de baseball et arènes de concert dans différents pays. Même la manière d'entrer et de faire sortir rapidement des milliers de personnes a d'abord été perfectionnée par les ingénieurs romains. Ils avaient des douzaines d'entrées et d'escaliers soigneusement conçus pour éviter que les gens ne se bousculent. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux architectes modernes utilisent encore ce même principe dans la construction de grands stades. Il y a une autre chose impressionnante à propos du Colisée dont on parle rarement. Ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même qui était très avancé. Même la façon de gérer un si grand nombre de spectateurs était également remarquable. À l'époque de l'Empire romain, il pouvait accueillir environ 50 000 à 80 000 personnes selon la période et l'agencement des sièges. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les gens n'entraient pas simplement. Ils utilisaient déjà un système très similaire à ce que l'on voit aujourd'hui dans les stades modernes. Chaque spectateur avait une entrée et une place attribuées. Les entrées et les escaliers étaient numérotés afin que chacun puisse rapidement rejoindre la bonne section. Grâce à la conception bien pensée du bâtiment, des milliers de personnes pouvaient entrer et sortir sans trop de bousculades. C'est l'une des raisons pour lesquelles les architectes étudient encore aujourd'hui la conception du Colisée. De plus, tous les spectateurs n'avaient ni pas la même place. On pouvait immédiatement voir sur les sièges le statut social d'une personne. Les places les plus proches de l'arène étaient réservées à l'empereur, aux sénateurs et à d'autres hauts fonctionnaires. Les citoyens ordinaires étaient assis dans les parties les plus élevées, tandis que la partie la plus haute était généralement réservée aux femmes qui n'appartenaient pas à la famille royale et aux citoyens les plus pauvres. D'un simple coup d'œil au siège, on pouvait déjà voir la structure de la société de la Rome antique. Une autre invention remarquable des Romains était l'immense toile servant de protection contre le soleil, appelée velum. Lorsque le temps était très chaud, on la déployait au-dessus d'une grande partie de l'arène pour offrir de l'ombre aux spectateurs. Ce n'était pas une petite tente. Elle était immense et composée de plusieurs morceaux séparés de toile épaisse, attachés à des cordes et à des poteaux au-dessus du Colisée. Selon les historiens, ce sont des marins expérimentés de la marine romaine qui étaient chargés de faire fonctionner ce système, car ils étaient, habitués à manipuler de grandes voiles et des cordages complexes en mer. Tandis que des milliers de personnes regardaient depuis les gradins, il y avait des centaines d'ouvriers sous l'arène. Ce n'étaient pas des gladiateurs. Ce sont les charpentiers, les mécaniciens, les soigneurs d'animaux et d'autres ouvriers qui faisaient fonctionner tout le spectacle.
Pour faire surgir un lion ou un animal féroce, ils utilisaient des ascenseurs en bois et des pouliens pour les hisser depuis le sous-sol de l'arène. Quand il fallait changer la décoration de la scène, c'était aussi eux qui s'en occupaient. En d'autres termes, pendant que les gens regardaient le spectacle au-dessus, une autre opération gigantesque se déroulait silencieusement sous leurs pieds. Un autre fait surprenant est le nombre d'animaux sauvages féroces qui ont été amenés dans le Colisée. Selon les historiens, des lions, des tigres, des léopards, des ours, des éléphants, des rhinocéros, des crocodiles, des hippopotames et même des girafes ont été amenés de différentes parties de l'Empire romain. Certains provenaient même d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le voyage de ces animaux était très difficile. Ils étaient transportés par bateau et charrette avant d'arriver à Rome. Cela montre simplement à quel point la puissance et les connexions de l'Empire romain étaient vastes à cette époque. Aujourd'hui, la raison pour laquelle des millions de personnes visitent le Colisée est différente. Ils ne viennent plus pour assister à des combats. Ils viennent pour voir en personne l'une des plus grandes œuvres du monde antique. Et c'est peut-être là le plus grand changement dans l'histoire du Colisée. Le lieu qui fut autrefois un symbole de pouvoir et de divertissement sanglant est aujourd'hui devenu un symbole d'histoire, de culture et de l'excellence de l'ingénierie antique, admirée par le monde entier.